Dana Air mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, on va aller assez rapidement. Première chose, stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus ici. Attention, sur les derniers trimestres ici, on a à peu près eu aux alentours de 23 milliards de revenus, mais il me semble qu'on a dû faire un spin-off ici. Donc, on va voir ici acquisition, divestiture. Si je ne me trompe pas, elle a vendu un segment d'activité. Hein. On va vérifier. Je n'ai pas d'informations. C'est plutôt ici. Donc, on va aller vérifier ça parce que le revenu est moins élevé sur ce trimestre-là, ce qui n'est peut-être pas normal. Donc, on va regarder divestiture, dernière corporation spin-off. OK. Veralto. Ah, ben c'est ça. J'ai quand même une bonne mémoire. Oh. Donc, on a un spin-off ici de l'entité qu'on appelle Veralto, nouvellement coté, qui appartenait à Dana Air. Et je rappelle ici que Dana Air mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et probablement peut-être Veralto. D'accord? So, revenons sur Dana Air. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que le revenu, comme quoi il faut toujours aller vérifier au-delà des agrégateurs parce que l'information n'est pas encore ancrée ici. Donc, ici, on a des revenus moins élevés que précédemment parce qu'on a spin-off une activité. C'est tout. OK? Ensuite, on regarde les marges brutes, stables ou croissantes. On va se dire ici qu'elles sont croissantes. D'accord? On aime bien ce qu'on voit présentement ici. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la conclusion. Ensuite, on regarde ici les marges EBITDA. Bon, pour ceux qui ne savent pas, quand les marges brutes sont stables, c'est le premier niveau de présence ici d'un pricing power. D'accord? Le deuxième niveau, c'est l'augmentation des marges. Et ici, on a le deuxième niveau. On aime bien le deuxième niveau. On a l'augmentation des marges. Les marges EBITDA ont littéralement bondi sur les dernières années, ok, de 25 à 31 à près de 35%, alors que les marges brutes ont uniquement augmenté ici oui, c'est ça, le même niveau, 55, 60. Ici, on avait combien? 10% en supplément pour les EBITDA, alors qu'on a juste 5% de croissance pour les marges brutes. Donc, c'est un business qui devient de plus en plus efficient entre temps. Et on va comparer ici le nombre d'actions qui augmente. Alors là, par contre, ça me fait un peu bizarre. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Est-ce que c'est à cause des SBC? Est-ce que c'est par rapport aux acquisitions? Point d'interrogation. Mais ça, je n'aime pas. Et j'aimerais, quand je vais lire les rapports financiers, savoir pourquoi est-ce que le management augmente des actions année après année. Est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Pour cette compagnie, il y a de grandes chances, ça ne m'étonne pas que les free cash flow soient plus élevés. Et vous remarquez ici que la véritable rentabilité business, ça sera par rapport au free cash flow. Mais attention, les free cash flow baissent également parce qu'on a spin-off une entité. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a des free cash flow à ce niveau. Mais j'aime bien ce que je vois. On a également une augmentation de ces marges-là. OK? So, ensuite, dette nette to EBITDA, inférieur à 5, on a 1,7. Magnifique. La dette nette issue du point de vue volume. Qu'est-ce qu'on observe? Nous avons une dette nette aux alentours de 13 milliards 667 millions. OK. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? Bon, vu qu'on a pris les free cash flow ici, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices? Des HR. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Des HR, des HR. Alors, on a à peu près aux alentours de... Donc, en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a ici? Free cash flow plus élevé que les net income. Donc, ici, bénéfice net ajusté également va dans le même sens. Donc, c'est parfait. Donc, ici, on a déjà ajusté les bénéfices. Donc, ça va dans le même sens avec les free cash flow. Donc, je vais les prendre. Ne vous inquiétez pas. Ça reste la même chose. Ici, business prévisible à 75% du temps ici. Depuis combien d'années? On va vérifier. Analyse scorecard, la pandémie est passée par là, une période de 2 ans. 2016-2017, ce n'était pas facile. 2023, on n'a pas réussi. Donc, avec une marge d'erreur de 20%. Donc, ici, c'est probable. Donc, c'est un business prévisible. Parfait. Donc, quand les analystes mentionnent qu'on aura 9,50$ en 2026, il y a de fortes chances qu'on obtienne ce 9,50$. OK. Maintenant, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. $253. Disons, oui, $254. Un business qui pourrait me rapporter 9,50$ d'ici 2026. Rendement sur coût d'acquisition de combien? 3,74. Vous connaissez la conclusion, n'est-ce pas? Donc, 3,74, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, par rapport au bénéfice net attendu en 2026, je suis en train de payer 27 fois les bénéfices de 2026. 2026? Ah, mais non. Mon but est de payer maximum 12,5 fois les bénéfices de 2026. Ça, c'est ce que je recherche. D'accord? Donc, si on ne me propose pas ça, j'attends patiemment que le marché vienne me chercher. D'accord? So,
C'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au prix actuel, je ne vais pas quand même aller réfléchir. Donc, je vais surtout la regarder au niveau de la croissance. Est-ce que c'est un marché, est-ce qu'on est en train de consolider un marché fragmenté? Là, peut-être que ça pourrait m'intéresser au prix actuel. D'accord? Mais bon, je sais déjà que même après ça, il y a de grandes chances que je reste sur les lignes de côté, mais c'est une excellente entreprise. Sauf que le prix actuel est juste assez élevé, selon moi. Actuellement, vous payez 33 fois les bénéfices. Quand bien même vous allez prendre les bénéfices nets attendus en 2025, en 2026, ça sera à peine ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Et encore, je n'ai même pas pris en considération la dette. Donc, en prenant en considération la dette, on aura un chiffre bien moins élevé que ça. Je dirais, idéalement, on devrait, voilà, à partir de 142 $ l'action, pourquoi pas? Pourquoi pas commencer à réfléchir? Mais au prix actuel, voilà, je préfère patienter tranquillement. Même si c'est une entreprise qui a tendance à s'échanger à des multiples très élevés. Donc, on peut faire rester sur les lignes de côté ici et observer tranquillement, attendre que le business vienne nous chercher sur nos niveaux de prix. OK? Après, ce sont les miens. Vous pouvez avoir également vos niveaux de prix à vous, mais je ne paierai sûrement pas du dernier au prix actuel. Mais je sais que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Et puis d'ailleurs, elle est déjà présente dans ma watchlist ici. Donc, un like, un abonnement. Non, faites ce que vous voulez en fait. Vous likez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. En fait, j'ai toujours l'impression qu'on n'a pas besoin de vous demander de liker ou bien de vous abonner. Si tu aimes, tu likes. Tu n'aimes pas, bah, tu dislikes ou bien tu ne t'abonnes pas non plus. Tu t'abonnes pas également. Pas plus grave que ça. OK? So, pour Dana Air, on va encore patienter un tout petit peu. En tout cas, selon moi. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dividendes, etc. Vous savez que les dividendes, il y a de grandes chances qu'ils continuent à croître ici. On donne 2,99%. Ici, il y a de grandes chances que... Voilà, si on voulait distribuer la totalité des bénéfices nets en dividendes, on aurait eu 2,99%. Or, aujourd'hui, c'est 0,43%. Donc, il y a de grandes chances que ces dividendes continuent à croître. Donc, si tu entends quelque part, oh, le dividende augmente de 20% en moyenne depuis plusieurs années, c'est pas ça la véritable métrique qu'il faudrait aller regarder. C'est plutôt ici, au niveau de l'augmentation des bénéfices nets, quel est ton ratio? Or, ici... c'est même le cas, ça fait 20%. 20% en moyenne sur les 20 dernières années pour le dividende. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près combien? 11%. Donc, techniquement, même si vous faites augmenter ce dividende de 20% sur les années à venir, vous n'aurez pas plus de 2,5% de rendement. Enfin, c'est ça, non? C'est ça, 20%? Ouais, ça sera à peine, je dis bien à peine 1% et plus. D'accord? Dans 5 ans. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.